Quand on est entré sur le site, ils m'ont demandé « Peux-tu atteindre cette cible de l'autre côté de la vallée ?» Alors j'ai tiré. Et là, ils m'ont tous dit « C'est la première fois que tu tires ?» J'ai dit oui. La première fois qu'il a tiré, et d'ailleurs avec succès, parce qu'il a touché la cible. C'est avec un fusil Moser 792, qui est un fusil particulièrement puissant. Maroc, 18 mars. Nous quittons Rabat pour le village frontalier d'Oujda, quartier général de la révolution algérienne au Maroc. Nous avons pris le train et sommes arrivés à 8 h du matin, le 19 mars. 19 mars, Oujda. Un officier nous attendait à la gare et nous conduisait aussitôt au quartier général où nous sommes accueillis par Abdelouma, chef de la section politique. Il se tourne vers moi, je le salue évidemment, et il me dit « Je suis tellement heureux d'être avec mes frères algériens ». Donc déjà, j'étais là quelque peu intimidé parce que j'avais une stature de boxeur, pour commencer. Grand, puissant, habillé en tenue safari. Je l'ai amené en ce qu'on appelait la zone opérationnelle nord, où il a pu voir non seulement les champs de mines, les lignes Chad et Maurice et les fortins français, mais il a pu voir également les bombardements. C'était les tirs d'artillerie pendant la journée. Et évidemment, j'ai veillé à ce qu'il soit loin des points d'impact. Et il vous a demandé quelque chose de précis? Bouafelen, il voulait quoi? Une instruction militaire? Qu'est-ce qu'il voulait? Il estimait que le meilleur modèle peut-être, c'était celui de l'Algérie, dès lors que l'Armée de Libération Nationale algérienne avait mené un combat de 8 ans contre une des plus grandes puissances militaires occidentales, membre de l'OTAN, et qu'il voulait s'en inspirer quelque peu pour voir comment structurer son armée dont il avait été nommé commandant en chef. Étaient présents Sid Jamal, Abderrahman, Larbi, Noureddin Djoudi. On entama un large débat sur nos parcours propres et sur la situation en Afrique du Sud. Après quoi, il nous était proposé de visiter le camp d'entraînement et la ligne de front. À 4 h de l'après-midi, accompagnés par Djoudi et un autre officier, nous avons rejoint la base d'instruction de Zegangan, située dans ce qu'on appelle le Maroc espagnol. Le point final de la visite, c'était de l'emmener dans un camp d'instruction. Et dans ce camp d'instruction, pour la première fois, on lui a appris à manier des armes de guerre. Évidemment, comme il passait assez peu de temps avec nous, son instruction militaire a été limitée à apprendre l'usage des armes de guerre, les différents types de mines, quels étaient leur impact sur les combattants, etc. Donc, c'était pas une formation en profondeur proprement dit. C'était une instruction générale qu'un futur dirigeant d'une armée se doit de connaître. C'est une information de base. Est-ce qu'il vous a fait l'impression déjà d'un chef, d'un meneur d'hommes, qui laissait entendre qu'il allait jouer un grand rôle dans l'histoire ou pas? Bon, on ne pouvait pas à l'époque, on ne pouvait pas imaginer qu'il deviendrait un jour une icône de cette dimension, mais déjà il donnait l'impression d'être quelqu'un qui était capable de mener, capable de diriger, aussi bien politiquement que peut-être sur le plan de l'action. Et déjà, l'Algérie lui a dit « aucun problème, nous vous accorderons tout ce que vous souhaitez parce qu'il ne s'agit pas de vous aider. Votre combat est le nôtre. » Sid Jamel, le commandant du camp, nous fit visiter le musée de l'armée, qui renfermait une intéressante collection d'armes, depuis celles qui ont servi à déclencher l'insurrection du 1er novembre 1954 jusqu'aux équipements les plus récents. Il était hébergé où? Dans une ferme d'orangers qui appartenait à un citoyen algérien donc qui servait quelquefois même de passage à des combattants. Et c'était pour assurer sa sécurité. Il n'était pas question
que l'on sache qu'il nous avait contactés. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que nous savions que depuis qu'il avait quitté l'Afrique du Sud, qu'il était pisté par le boss des services secrets sud-africains et que j'avais reçu personnellement des instructions très strictes en disant attention si son identité est révélée. Est-ce que vous vous rappelez du jour du départ, quand il est venu vous dire au revoir et merci? Je me souviens simplement de l'avoir accompagné. On l'a accompagné jusqu'à la gare pour lui dire adieu. Mais tout ça, vous voyez, on ne pouvait pas, on était obligé de faire les choses dans la plus grande discrétion. On nous emmena au théâtre, où des soldats jouèrent de la musique et des sketchs. Les 2 sketchs exprimaient une propagande contre la domination française en Algérie. Après le show, nous sommes revenus à la base pour dormir. 20 mars. Le programme continue. On avait organisé une parade dans une base arrière qui s'appelait la base Ben Mehdi. Et il y avait un officier du nom de Soudani qui était très compétent et qui dirigeait, qui a fait des opérations sur lesquelles je ne peux pas parler maintenant, mais qui dirigeait la section. Et ce n'était pas calculé, c'était tout simplement parce que c'était sa section. Et là, Mandela a vu ça, dit « Ah, voyez, voilà, nous sommes dans un pays où un noir dirige des blancs. On ne fait pas de distinction entre le noir et le blanc. C'est le noir qui est l'officier et c'est les non-noirs qui suivent. » Pour synthétiser ça en une réflexion sur la vie, sur le combat, la politique, la liberté, ça vous inspire quoi, son histoire? La leçon que je tire, c'est que finalement, nous avons vu juste, nous avons compris en voyant cet homme que c'était peut-être l'homme de l'avenir, parce que c'est un homme qui est passé du stade de la non-violence prônée par Gandhi à celle de l'obligation de lutte, mais qui, venu au pouvoir, a su dire surtout, pas de différence ethnico-raciale, et que cette nation arc-en-ciel doit avoir comme composante aussi bien les Noirs que les Blancs que les Asiatiques. Et c'est la satisfaction d'avoir contribué un tout petit peu à cette page de l'histoire.